ce soir avec Sophie Rosenzweig. Cela faisait 28 jours que les bombardements les avaient fait fuir de leur maison. Depuis le début de la trêve de 72 heures imposée hier par les Américains et les Égyptiens, les Gazaouis rentrent. Cette famille retourne à Beit Hanoun, espérant que sa maison ait encore un toit et des murs. Mais vu l'état de la ville, l'espoir est infime. Alors, chacun tente de récupérer ce qui n'a pas été complètement pulvérisé par les bombardements israéliens. Je ne reconnais plus rien. Je suis choqué par ce que je vois. J'avais imaginé tout sauf ça. À Gaza City ce matin, les pêcheurs ont pu reprendre la mer. Les banques et les marchés ont rouvert pour la première fois depuis des semaines. C'est une bonne chose qu'il y ait le cessez-le-feu. Nous pouvons acheter de la nourriture et de l'eau et enfin laisser sortir les enfants. Nous n'avions pas d'eau, nous devions boire de l'eau salée. Un semblant de retour à la normale pour la population. Des Gazaouis qui découvrent maintenant l'ampleur des dégâts. Outre les 1875 Palestiniens tués, la bande de Gaza est un champ de ruines. Il faudra entre 4 et 6 milliards de dollars pour reconstruire ce qui a été détruit. Nous allons reconstruire, mais c'est la dernière fois. Ils doivent arrêter. Ils doivent aller à la table des négociations. Pendant qu'à Gaza, le Hamas enterrait l'un de ses leaders, des délégations israéliennes et palestiniennes sont au Caire et posent leurs conditions pour faire taire les armes. Des exigences diamétralement opposées. Le Hamas réclame la levée du blocus israélien, l'ouverture des points de passage aux frontières, l'élargissement de la zone de pêche et la libération des prisonniers palestiniens. Israël exige pour sa part la démilitarisation de la bande de Gaza. En duplex de Paris, nous retrouvons maintenant Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Alors, on vient d'entendre quelles étaient les principales exigences des deux parties pour sortir du conflit. À vos yeux, les négociations ont-elles une chance d'aboutir ? Je crois d'abord qu'on peut espérer que ces négociations vont consolider le cessez-le-feu et la trêve, parce que ce n'est pas complètement gagné. Mais ensuite, effectivement, sur le fond, pour les raisons que vous avez vous-même évoquées, on voit mal comment ils pourront se mettre d'accord sur des questions aussi fondamentales que la démilitarisation du Hamas d'un côté, ou bien, évidemment, la levée du blocus. Les Israéliens n'en voudront pas. Donc, en fait, on risque d'avoir des négociations qui vont déboucher à minima sur le maintien d'une trêve, comme on dit en Israël, le calme pour le calme, c'est-à-dire, au fond, un statu quo, ce qui voudrait dire que cette guerre, avec ses centaines de victimes, ces milliers de blessés, n'aura servi absolument à rien, comme ça s'est passé en 2012, comme ça s'est passé en 2008. Alors, vous avez critiqué l'atonie de la communauté internationale depuis 4 semaines. Aujourd'hui, quel rôle peut-elle et doit-elle, selon vous, endosser ? Puisque, en face à face, Israéliens et Palestiniens ont très peu de chances d'arriver à un accord substantiel qui touche à des questions fondamentales, comme celles qu'on vient d'évoquer, il faut que la communauté internationale se mobilise. C'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et les Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Et on pourrait imaginer, si la communauté internationale avait un peu de courage, puisque vous évoquiez tout à l'heure le courage, eh bien ça serait d'imposer ce que d'ailleurs Laurent Fabius a évoqué, imposer non pas une solution, mais au moins une méthode. Et cette méthode, ça ne peut être qu'une interposition, c'est-à-dire en fait faire venir des casques bleus, une force robuste qui s'installerait à Gaza, qui permettrait à la fois la protection des Palestiniens et la sécurité de l'État d'Israël. Et à partir de là, on pourrait aller plus loin et en particulier lever le blocus qui est absolument intolérable pour les 1,8 million Palestiniens qui sont aujourd'hui enfermés complètement à Gaza. Et juste un mot pour dire que la formule que j'évoque, elle est déjà en place du côté du Sud-Liban. Au lendemain de la guerre de 2006, eh bien, le Conseil de sécurité a voté une résolution importante qui a permis l'installation d'une force des Nations Unies qui est toujours en place 8 ans plus tard et dans laquelle, il faut insister là-dessus, les Européens jouent un rôle très important. Il y a des Français, il y a des Italiens, il y a des Espagnols et il y a aussi des Allemands puisque c'est les Allemands qui ont la charge de la surveillance maritime. Et donc voilà, on pourrait s'inspirer d'une telle formule, mais là encore, comme on le disait tout à l'heure, pour que ça puisse se faire, encore faudrait-il qu'il y ait des hommes politiques en Europe, en France, aux États-Unis, qui ait un peu de courage pour essayer d'imposer une solution qui pourrait être vraiment féconde pour tous. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot pour ces précisions et cet entretien. Et puis bonne soirée à vous. Bonne soirée.
Y aura-t-il un jour la paix entre Palestiniens et Israéliens? Le cinéaste israélien Amos Gitaï veut y croire et c'est cet espoir qu'il met en scène dans son dernier film, Anna Arabia, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Il imagine une petite communauté où chacun vit aux côtés de l'autre, un rêve où même l'amour est possible, mais à ses yeux, pour y parvenir, il faut du courage. Stéphane Amar a rencontré le réalisateur à Tel Aviv. Voici son reportage. Quand Yael, jeune journaliste israélienne, pénètre dans ce quartier délabré de Tel Aviv,